Voilà, ce mercredi 22 mai 2024, ici à Sontexpo, un Sontexpo très actif. Je reçois avec beaucoup de plaisir Stéphanie Rist. Vous êtes Stéphanie Rist, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales. Vous êtes parlementaire, députée du Loiret. Et vous êtes sans aucun doute une des parlementaires les plus connues du système des professionnels de santé, en tout cas. Probablement de votre circonscription également, évidemment. Vous avez toujours été réélu d'ailleurs assez brillamment. Oui, oui, pour je vous suis. Ouais, ouais. Mais vous êtes particulièrement investi. Il est vrai que vous êtes médecin rhumatologue au centre hospitalier universitaire maintenant, d'Orléans. Enfin, c'est le centre hospitalier. Mais on reparlera d'ailleurs de ça également avec vous. Mais vous êtes très investi sur ces questions de santé depuis le début. Oui, c'est vrai, c'est le sens de mon engagement en politique, c'est d'améliorer l'accès aux soins dans mon territoire, le Loiret, qui est en difficulté sur l'accès aux soins. Oui, alors vous l'avez d'ailleurs, je voudrais avoir un petit moment de répit avec vous. Nous avons parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, avec Agnès Firmin-Lebaudot et Claire Fourcade de la fin de vie. Donc on va faire un peu de répit. Et non, mais c'est pour peut-être mieux connaître la parlementaire que vous êtes. Parce que vous avez été très sollicité, vous êtes très sollicité, mais vous avez été particulièrement sollicité, parfois terriblement critiqué d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors après, quand on fait de la politique, il faut accepter de ne pas être aimé par tous les Français. Et c'est une différence avec quand vous êtes médecin. C'est plutôt facile d'être médecin et vous êtes plutôt apprécié. Ce qui n'est pas le cas en politique. Mais ce n'est pas très grave. Il faut assumer sa vision, les propositions qu'on peut faire. J'ai fait 2 propositions de loi qui ont été transformées en 2 lois votées, d'ailleurs quasiment à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Ma santé 22 ? Non, alors c'est la première loi qui concernait la confiance donnée aux professionnels de santé qui était en 2021. Ah, ça, vous parlez de vos PPL. Oui, qui sont devenus du coup des lois. Excusez-moi. Votées quasiment à l'unanimité, mais qui bouleversent et transforment la culture des métiers liés à la médecine dans notre pays. Ça, c'est RIST 1. Voilà. C'est RIST 1. Oui, il y avait l'intérim, la mesure d'intérim, elle était dans cette loi. Nous sommes en train de l'évaluer avec la Commission des affaires sociales à l'Assemblée pour voir l'évolution. Est-ce que cette loi a été efficace ou pas? Est-ce qu'il faut apporter des modifications législatives? C'était inscrit dans les textes, ça. Vous vous étiez engagé à évaluer cette loi? Alors, c'est le boulot du député d'évaluer les lois, et notamment du rapporteur d'une loi, d'évaluer les lois qu'il a pu rapporter. Ça fait partie du travail du député. C'est obligatoire systématiquement? Non, c'est certainement. C'est pas fait de non. façon systématique parce que ça prend énormément de temps, parce qu'on a fait beaucoup de lois, peut-être trop. Mais voilà, donc moi je me suis engagée à évaluer cette loi, notamment sur la partie intérim qui a fait beaucoup parler, a entraîné des critiques, il est vrai. On est en train de faire les auditions, là, donc on rentrera de notre rapport début juillet pour objectiver l'impact que cette loi a eu, notamment sur l'intérim. En tout cas, ça a au moins l'avantage, on n'en parle plus de l'intérim. Enfin, c'est moins un sujet d'actualité que ça ne l'était, non? Oui, c'est à peu près régulé, à votre avis? Ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près régulé, qu'il reste une grande hétérogénéité dans le mode de rémunération des professionnels. Et je crois que c'est un des enjeux des années qui viennent. C'est comment on arrive à rémunérer les professionnels, les médecins, par rapport à ce qu'ils font et pas par rapport au statut qu'ils ont. Je crois que c'est un sujet qu'il faut entraîner parce que quand on regarde, on n'a plus de statut unique à l'hôpital, par exemple. Il y a de nombreux contrats, alors les contrats de type 2, qui sont très hétérogènes. On a des différences de rémunération qui sont majeures sur certaines spécialités en fonction de si vous travaillez en ville, à l'hôpital. Voilà, donc je crois que ça fait partie des enjeux des années à venir. Alors, donc, la loi qui a été très marquante, bon, d'accord, il y a l'intérim, mais c'est surtout que vous avez été une actrice très importante, on peut dire de la délégation de tâches, enfin du transfert de compétences, enfin ce que l'on veut, mais en tout cas de l'implication des soignants, alors notamment les accès directs de certains professionnels, kinésithérapeutes, soignants, etc., et également évidemment infirmiers et notamment les IPA. D'ailleurs, M. Valtou a également été à l'origine de PPL importantes. Mais reprécisez-nous les choses. Oui, mon engagement est aussi de dire que... alors, j'avais travaillé en tant que rhumatologue avec des infirmières spécialisées avant d'être députée et j'avais pas mal regardé les études à l'étranger. On a énormément de retard
sur le partage des compétences avec les autres professionnels, entre médecins et autres professionnels. Ce retard, il est lié à notre histoire médicale, de comment s'est construit le métier de médecin. Mais dans les études qu'on pouvait avoir, on montre une amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et une libération du temps de médecin. Et considérant la démographie, il m'a semblé nécessaire de pousser ce sujet et donc de le proposer dès ma première loi et bien sûr dans la deuxième, c'est-à-dire un accès direct aux kinésithérapeutes, aux infirmières de pratique avancée s'ils exercent en soins coordonnés. Les décrets vont sortir très prochainement. Voilà. Et effectivement, cette évolution est une évolution culturelle importante pour les médecins qui repose la question de la place du médecin généraliste dans les années qui viennent. Et je crois que ça a entraîné effectivement beaucoup de craintes, de peurs. Je crois qu'il faut répondre à ça avec la place du médecin dans les années qui viennent et que moi je considère indispensable, mais peut-être pas de la façon dont on le faisait il y a 50 ans. Dans la mesure où vous avez été une parlementaire de la majorité, quelles ont été, depuis une dizaine d'années, disons, marquées sur la présence notamment du président Macron et de ses gouvernements, est-ce que le système de santé a bougé, s'est adapté? Quelles sont les forces, les nouvelles, les faiblesses, ce que vous regrettez? Si je continue à travailler le lundi matin, donc si à l'hôpital à Orléans, si je regarde sur mon territoire par rapport à il y a 7 ans, 8 ans, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions sur l'organisation du territoire. Ça a été poussé dès la loi de Marisol Touraine qu'on a renforcée avec la loi Ma Santé 2022, la loi Valtou du ministre Valtou récemment. Donc une prise en compte du territoire beaucoup plus importante. Ça s'est modifié aussi dans les compétences des professionnels, la place, la possibilité de faire confiance aux professionnels qui ont des compétences. Je pense à l'élargissement de l'interruption volontaire de grossesse par les sages-femmes, de nombreux métiers qu'on a pu porter dans cette majorité notamment. Donc il y a des évolutions. En tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale, ce qu'on peut dire au moment où l'on est, avec la trajectoire des finances de la sécurité sociale qui arrive, c'est qu'on arrive à un moment où il va falloir que la société débatte de comment on finance cette sécurité sociale et donc comment on organise ensuite les dépenses de cette sécurité sociale, c'est-à-dire le financement du système de santé dans notre pays pour que les conditions de la sécurité sociale auxquelles on tient toutes, c'est-à-dire le fait de pouvoir soigner tout le monde n'importe où et quel que soit leur revenu, soient maintenus dans les années qui viennent. C'est un enjeu majeur. Je trouve que ce débat doit être plus porté publiquement pour savoir comment on finance ça demain. Nécessiterait une grande loi. D'ailleurs, ça a été dit ou ça a été demandé par plusieurs acteurs. Je recevais tout à l'heure, hier, Jean-Carl Grelier qui porte un peu des propositions de ce type, mais ça nécessiterait qu'il y ait des majorités. Or, vous n'avez pas la majorité. Sur les sujets santé, on arrive à avoir des majorités. Toutes les propositions de loi qui ont été ces dernières années, que ce soit les miennes, celles de M. Valtou ou d'autres, ont été votées, quels que soient les partis. Enfin, il y en a quelques-unes en 49.3 quand même. Pas en tout cas sur les propositions de loi. Le 49.3, c'est sur les budgets. Les lois de financement de la sécurité sociale, effectivement, sont en 49.3 parce que c'est d'une finance. Et classiquement, si vous êtes dans l'opposition et que vous votez un projet de financement, c'est que vous faites partie de la majorité. Donc on est obligé d'utiliser les 49.3. Mais toutes les autres qui concernent la santé ont été votées avec des grosses majorités. Le sujet de la santé, et heureusement, ne doit pas être clivé politiquement. On n'en a pas les moyens. Il y a deux sujets qui ont marqué ici même, et c'est des sujets d'actualité, c'est évidemment les politiques tarifaires qui ont été discutées avec quand même des oppositions assez fortes selon les secteurs. Quelle est votre position, vous, comme parlementaire de la majorité? En tant que rapporteur, c'est le symbole pour moi qu'on arrive au bout du système de financement. On rajoute à ça en parallèle les négociations conventionnelles qu'ont les médecins avec la sécurité sociale là, et on voit bien, dont on a bien vu les difficultés, la longueur des négociations, le fait que finalement personne n'est satisfait. Ce qui me frappe, c'est qu'avec les sommes de dépensées dans notre pays pour le système de santé, aucun des acteurs n'est satisfait du financement qu'il reçoit. Et ça me frappe quand on est à plus de 30% des dépenses publiques dans notre pays, dans dépenses sociales.
comment se fait-il que les usagers ne se sentent pas correctement soignés, en tout cas n'ont pas un accès aux soins si simple? Comment se fait-il que l'ensemble des acteurs est mécontent de comment il est rémunéré? Mais c'est parce que peut-être aussi, soyons raisonnables, le diable est dans les détails. C'est-à-dire quand les uns et les autres se sentent Mais on est dans des sommes qui traités représentent différemment. plus de 250 milliards d'euros, avec plus de 50 milliards par an qui ont été rajoutés ces 5 dernières années. On est dans des sommes considérables qui sont nos cotisations à nous tous. Comment se fait-il qu'avec ces sommes, alors peut-être que une des réponses est de dire il faut doubler le pourcentage de PIB utilisé pour les dépenses en santé. En tout cas, ça doit ramener à un débat de société et d'organisation aussi pour que les acteurs soient satisfaits de comment ils sont pris en Stéphanie Rist, le gouvernement et la CNAM vont se sortir de la... Et les syndicats médicaux vont-ils se sortir et comment des négociations conventionnelles, à votre avis? On peut que le souhaiter, évidemment. On peut que le souhaiter. Moi, je n'ai pas d'informations particulières. En même temps, je pense vraiment qu'il ne faudrait pas que ça mette de côté les réformes de financement nécessaires de notre système, parce qu'une convention a été signée et qu'on attende 5 ans pour se redire que c'est compliqué. Je crois encore une fois que quand on met des sommes publiques de dépenses si importantes, qu'on sait qu'on a des enjeux de financement des nouvelles thérapeutiques, de l'innovation à venir, du vieillissement de la population, qu'on a un investissement dans la prévention à faire, cette convention, parce qu'elle aura été signée, ne doit pas mettre de côté les réformes systémiques qui seraient nécessaires dans le financement de notre système. En tout cas, on peut reconnaître, et ce sera peut-être ma dernière ou une de mes dernières questions, on peut reconnaître que vous avez été très sollicité. Vous avez d'ailleurs également été engagé dans la réforme sur la retraite. Oui, j'étais rapporteur puisque c'était un budget de la sécurité sociale. Ça vous laisse quoi comme souvenir? C'était un bon souvenir. J'ai évidemment un souvenir de travail très très important parce que très technique. Et le boulot du rapporteur est un travail assez technique, assez caché, mais qui nécessite beaucoup de temps de compréhension et de discussion et d'échange avec les acteurs, mais passionnant d'un autre côté. Et je ne regrette pas du tout d'avoir été ça. Et puis il y a eu le Covid, évidemment, toute la période de crise sanitaire dans laquelle vous avez été particulièrement impliqué en tant que parlementaire. Ce qui est intéressant, c'est quand j'échange dans ce salon-là, c'est souvent l'État qui a pris le pouvoir. Là. Depuis hier, le Covid a apporté le renforcement de la nécessité de voir ce qui se passe sur le terrain, de laisser le territoire s'organiser. Et on est à un stade où il y a eu beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'articles 51, beaucoup de nouvelles organisations qui sont en place sur les territoires. Et peut-être qu'on arrive au moment où il va falloir un peu rassembler tout ça et un peu remettre une vision et des financements derrière pour ces nouvelles organisations. Entre bienveillance et régulation, on pourrait résumer ça, votre ligne, vos objectifs? La bienveillance, elle est nécessaire dans notre milieu de la santé parce que sans bienveillance, on ne peut pas correctement soigner les patients. Un mot sur l'Europe, c'est l'actualité, pour terminer? Je dirais juste, allez voter le 9 juin, elles sont indispensables ces élections. Eh bien, merci Stéphanie Rist, Madame la rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. Merci beaucoup. Et nous avons été heureux de vous retrouver. Merci beaucoup.